Salut la machine, toujours au top, 10e vidéo de cette série sur la Terre pour le collège, les séismes. Maintenant qu'on a positionné tout le vocabulaire, nous allons voir l'origine des séismes et comment est-ce qu'on les enregistre. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la vidéo précédente, on a vu qu'un séisme correspondait à un déplacement de vibration et que plus on était proche du lieu de départ de ces vibrations, plus on ressentait fortement le séisme, on parlait d'intensité du séisme, et que le point à la surface du sol qui ressentait en premier ces vibrations, c'était l'épicentre. Alors maintenant, ces fameuses vibrations, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se déplace? Mais en fait, ce qui se déplace, c'est ce qu'on appelle des ondes, c'est de l'énergie. Vous pouvez recréer des ondes chez vous. Petite expérience dans votre baignoire. Donc, comment recréer des ondes sismiques? Ici, dans votre baignoire, vous avez de l'eau au calme, vous jetez quelque chose et vous les voyez. Aucun souci, elles rebondissent contre la baignoire, elles reviennent. Donc, une onde, c'est un déplacement d'énergie dû à un choc, une rencontre ici entre deux éléments. Donc, il y a eu un transfert d'énergie entre l'énergie du mouvement du coquillage qui est tombé et cette énergie a été transférée à l'eau. Donc, ce n'est qu'un déplacement d'énergie. Il n'y a pas de déplacement de matière. Ici, j'ai placé un petit bateau, je vais créer des ondes et vous allez voir que le bateau va se soulever mais rester à sa place. Je jette un coquillage, l'onde est passée et le bateau n'est pas parti avec l'onde. Vous voyez qu'il s'est à peine soulevé et remis à sa place. Alors, comment enregistrer les ondes sismiques? Ici, nous avons une console qui est branchée avec deux capteurs sur l'ordinateur et nous allons, grâce aux capteurs, enregistrer les vibrations qu'il y a dans la table, que nous allons provoquer ces vibrations grâce à un maillet. J'ai paramétré les deux capteurs, je les ai mis de part et d'autre de la paillasse. Je vais taper à côté du premier et l'ordinateur va enregistrer le moment où l'onde passe par le premier capteur et où l'onde arrive au deuxième capteur. Et on va pouvoir voir le temps que met l'onde pour passer d'un capteur à un autre. Voici donc l'enregistrement que l'on a obtenu. Nous avons en rouge le premier capteur, celui qui est à côté du marteau, et en bleu le capteur à l'autre bout de la paillasse. Donc si on fait un zoom, on augmente l'échelle. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a un léger décalage entre le premier pic du premier capteur. Donc ici, la première courbe d'acquisition en rouge correspond au capteur le plus proche du marteau. Donc quand j'ai tapé la paillasse, le capteur a enregistré l'onde. C'est ici la première pointe rouge. Et on voit que l'onde est arrivée environ 20 millisecondes après. Donc c'est la pointe du bleu ici au deuxième capteur. On peut donc dire qu'une onde correspond à la propagation ordonnée d'une énergie dans un milieu. Alors pourquoi le ressenti est-il plus faible quand on est éloigné du point de départ des ondes? Tout simplement parce que les ondes s'affaiblissent. Si je représente les ondes de ma baignoire vues de dessus, voici ce que j'observe. Des cercles concentriques. Maintenant, si je dessine mes ondes vues de profil, voilà ce que ça donne. Des ondes qui se déplacent à droite et à gauche par rapport au point d'impact de mon coquillage dans l'eau. Et ces ondes sont de plus en plus faibles. Elles sont de moins en moins hautes. Pourquoi? Parce qu'elles déplacent de l'eau au fur et à mesure, donc elles dépensent leur énergie si vous voulez. Donc on peut dire par exemple, si je fais le parallèle avec le séisme d'Arrête, que ma première vague c'est l'intensité 8, ici, ma deuxième vague l'intensité 7, ma troisième vague l'intensité 6, 5, 4, 3, etc. Alors les ondes se propagent à 360 degrés autour du point d'impact dans le cas où on lance un caillou ou un coquillage dans l'eau, mais dans le cas où c'est la roche qui se fracture, on va avoir pareil des ondes qui se propagent à 360 degrés au-dessus, en dessous, partout, tout autour de l'endroit où la roche se casse. Ces ondes, on peut les enregistrer grâce à un appareil qui s'appelle un sismographe. En classe, on a des maquettes de sismographes. Expérience. Nous avons une maquette de sismographe. Donc le sismographe est un appareil qui permet d'enregistrer les ondes de manière mécanique. Alors il est constitué d'un support, d'un stylet sur ressort, un dérouleur de papier. Donc quand le papier va avancer, il va y avoir une marque faite par le stylo. Et comme
le support est fixé normalement sur le sol, sur la roche. Quand la roche va trembler, le rouleau, lui, il est motorisé, il avance et on va avoir des enregistrements. Donc plus le sol tremble fort, plus on a des amplitudes de traits importantes. Et comme ça tremble pas beaucoup, hop, voilà, ça bouge pas beaucoup. Ça tremble fort, ça tremble doucement, ça tremble fort, doucement. Voilà. Hop. Et on a donc ici un enregistrement qui s'appelle un sismogramme où on peut voir l'amplitude des mouvements du stylet. Donc l'amplitude, ça va être la longueur du trait. Plus l'amplitude est forte, plus le sol a tremblé. Plus l'amplitude est faible, plus le sol a faiblement bougé. Donc ici, nous avons un sismographe qui crée un sismogramme. Donc un sismographe ici vertical. Pourquoi? Parce qu'il dessine les vibrations verticales. Il va être constitué d'un socle. Ce socle est fixé au sol ou à une table. Il y a un cylindre enregistreur, c'est-à-dire un rouleau de papier qui défile, sur lequel nous avons un stylet qui vient se positionner. Ce stylet est fixé à une potence et suspendu grâce à un ressort et une masse. Quand le sol bouge, la masse suspendue a tendance à rester à l'endroit où elle se trouvait dans l'espace. Par contre, l'ensemble du socle et de la potence va bouger grâce au ressort. De ce fait, il va y avoir un tracé qui va se dessiner sur le cylindre enregistreur. C'est ce qu'on appelle le sismogramme. Les sismologues mettent donc des sismographes dans les deux directions nord-sud, est-ouest. Ce sont des sismographes horizontaux qui enregistrent les mouvements horizontaux et ils positionnent également un sismographe vertical qui va enregistrer les mouvements de rehausse et d'abaissement du sol. Maintenant, on va voir comment étudier le tracé, c'est-à-dire les sismogrammes. Nous avons ici deux sismogrammes qui ont été enregistrés au même moment, mais à des endroits différents. Ici, c'est le sismogramme vertical enregistré à Inuyama au Japon, à côté de Kobe, là où a eu lieu un grand tremblement de terre dans la nuit du 16 au 17 janvier 1995. Ce séisme a été suffisamment puissant pour avoir été enregistré en France métropolitaine, c'est-à-dire à 9000 km du lieu de démarrage des ondes. C'est ici un sismogramme vertical enregistré à Saint-Sauveur-Badol en Auvergne. Analysons ces sismogrammes et on commence par celui de Kobe. Nous avons ici le tracé correspondant au passage des ondes sismiques, c'est-à-dire que le stylet, comme mon stylo là, je repasse, il a bougé et il a tracé. Nous avons ici certainement un artefact et nous voyons ici une deuxième série de secousses, ce sont les répliques. On peut déterminer l'heure du séisme, il suffit de se servir de l'échelle des temps qui est dessous. Donc ici nous avons 21h, 22h, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalles. Je vous rappelle qu'une heure c'est 60 minutes, donc si on a 6 intervalles, un intervalle c'est 10 minutes. Nous allons donc tracer le démarrage ici des ondes et vous voyez, alors 21h, donc avant c'est 20h, on remonte en arrière, 20h50, 20h40. Le séisme a eu lieu à 20h45. Si on regarde le séisme en France métropolitaine, on s'aperçoit que les ondes ont commencé à être enregistrées à 21h, ce qui veut dire que les ondes ont mis 15 minutes pour parcourir les 9000 km. On va donc pouvoir calculer la vitesse de circulation des ondes. Nous avons comme information 9000 km en 15 minutes. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'une minute, c'est 60 secondes. Donc 15 minutes, c'est 60 fois 15 égale 900 secondes. Ce qui veut dire que nos ondes ont parcouru 9000 km en 900 secondes. Ce qui nous fait donc du 10 km par seconde. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. Alors, qu'est-ce qui fait que ça craque et qu'il y ait des ondes qui partent? Et bien tout simplement parce qu'il y a une accumulation de ce qu'on appelle des contraintes dans la roche. La roche, elle est écrasée, par exemple, jusqu'à ce qu'elle finisse par casser. Ou alors elle est étirée jusqu'à ce qu'elle finisse par casser. Donc, expérience. Donc un séisme, qu'est-ce que c'est? C'est une libération brutale d'énergie lors d'une rupture en profondeur d'une roche. Alors ici, j'ai une maquette dans laquelle je vais pouvoir coincer une règle. J'ai ici un système
deux pistolets à colle que j'ai raccourcis de manière à avoir un piston. Je vais utiliser des lunettes de protection parce que si la règle casse, je risque de me blesser les yeux. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici la règle qui représente une couche de roche. En raison de déplacement de terrain, cette couche de roche va subir des déformations, des contraintes. Donc vous voyez que là, ma règle se tord, mais si la contrainte s'arrête, la règle reprend sa position d'origine. Donc nous avons ici ce qu'on appelle un comportement élastique. En effet, ma règle se déforme et peut retrouver sa position d'origine. Un matériau dit plastique, alors je ne parle pas de la matière plastique ici, je parle du comportement plastique d'un matériau. C'est un matériau qui va se déformer et conserver la nouvelle forme qu'on lui a donnée. Ici, j'ai un matériau élastique, comme les élastiques que vous utilisez pour attacher les cheveux ou des feuilles de papier. Je déforme et ça reprend sa forme. Maintenant, cette règle, je lui applique une contrainte. Je l'oblige à se déformer. Elle va accumuler de l'énergie, accumuler cette contrainte, jusqu'à ce qu'elle atteigne son seuil de résistance. Et quand elle aura dépassé son seuil de résistance, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se fracturer. Et l'énergie accumulée par la contrainte va se dégager. Et vous allez entendre le bang, c'est-à-dire le bruit de la rupture, exactement comme dans un séisme, quand on entend le grondement du sol, quand ça se casse. On continue? Donc attention les yeux, là ça va exploser. Et voilà, vous avez vu? C'est cassé. On a dépassé le seuil de résistance, la règle s'est brisée. Donc dans la nature, vous appliquez une contrainte contre des roches, les roches vont se déformer, elles vont avoir donc la capacité d'absorber de l'énergie jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus résister à la contrainte, ou elles vont se briser, dégager brutalement l'énergie. Et ce dégagement brutal d'énergie, c'est ce qu'on appelle le séisme. Et la fracture dans la roche, en l'occurrence ici, les fractures de la règle, c'est ce qu'on appelle la faille. Dans la nature, notre sol paraît immobile et en fait, il appartient à des plaques qui découpent la surface de la Terre, qu'on appelle les plaques tectoniques. Ces plaques se déplacent les unes par rapport aux autres, ce qui engendre dans notre sol des tensions, des compressions ou des distensions. Et il arrivera un moment donné où une roche ne peut résister, par exemple, à un système de compression. Donc ici, j'ai une maquette où je vais pouvoir déplacer ce bloc. Ici, j'ai positionné un bloc de paraffine. On va créer une compression et vous allez voir que la paraffine va résister jusqu'à un certain point. On y va? Allez, je tourne, j'exerce une pression. Ah, ben voyez, ça s'est déjà fondu. On continue. Hop, vous voyez que sous l'effet de la pression, les deux blocs se séparent. Donc ici, mon bloc de paraffine a résisté jusqu'à un certain point où il s'est fondu. Et donc à partir du moment où il s'est fondu, l'énergie qui s'était accumulée dans le bloc de paraffine a été libérée. Et si j'avais pu enregistrer les ondes, on aurait eu un tracé sismique. Un séisme est dû à la libération brutale d'une énergie quand la roche se fissure à un endroit donné qu'on appelle le foyer. La roche a donc subi par exemple des contraintes, elle a été compressée. À ce moment-là, la roche va se fracturer, c'est ce qu'on appelle une faille. Et donc de ce foyer vont partir les ondes dans toutes les directions de manière concentrique. Et la zone située perpendiculairement au-dessus du foyer s'appelle l'épicentre. C'est au niveau de l'épicentre qu'il y aura le plus de dégâts. Les maisons les plus éloignées, celles qui auront reçu les ondes affaiblies, vont être moins détruites que les premières qui se trouvent les plus proches du foyer. Donc dans un séisme, on a rupture en profondeur à cause d'une compression ou d'une extension. La zone de rupture s'appelle le foyer. Cette rupture se propage dans la roche le long d'un plan qu'on appelle une faille. La zone située perpendiculairement au-dessus du foyer s'appelle l'épicentre. C'est la première zone en surface à recevoir des ondes. Les ondes avec le trajet s'affaiblissent
Et donc plus on s'éloigne de l'épicentre, moins les dégâts sont importants. Ainsi, les dégâts observés en surface vont dépendre de deux choses, la profondeur du foyer et la magnitude, c'est-à-dire la quantité d'énergie libérée. Vous pensez bien que plus le foyer est proche de la surface, plus il y aura de dégâts. Plus le foyer est éloigné, moins il y a de dégâts. Mais tout dépend de la puissance. Si vous avez un foyer profond, 200 km, avec une magnitude 8, fera-t-il les mêmes dégâts qu'un foyer profond à 200 km, mais de magnitude 6? C'est le premier qui fera le plus de dégâts, car ces ondes seront puissantes, beaucoup plus puissantes que celle-ci. Résultat, nous aurons plus de fractures ici que là. Maintenant, si je prends un foyer à 100 km de profondeur, avec une magnitude 8, c'est-à-dire autant de puissance que là. Là, je vais avoir encore plus de dégâts, car j'ai la même quantité d'énergie, mais beaucoup plus proche de la surface. Ainsi, au niveau des conséquences sur les paysages, si on a une extension, parce que la croûte est étirée, la roche va se fracturer, on va avoir ce qu'on appelle une faille normale. Alors on la repère bien, parce que le bloc qui se trouve du côté de la pente de la faille, eh bien le bloc a glissé. Au contraire, si on a une compression, c'est-à-dire que la croûte est compressée, elle n'a pas assez de place, ça va finir par casser et se décaler. On a ce qu'on appelle une faille inverse et on la repère parce que le bloc qui se trouve du côté de la pente de la faille, donc côté de la pente, ce bloc est remonté. Voilà comment on identifie une faille inverse d'une faille normale.